Saint-Jérôme.tv est heureuse de vous présenter une entrevue exclusive avec le député du Bloc québécois, M. Réal Fortin. Alors, M. Fortin, bienvenue à Saint-Jérôme.tv. Et puis, présentement, on se demandait, Monsieur Fortin, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur en 2024? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de quoi que ce soit avec le gouvernement canadien? D'abord, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous et vos auditeurs, vos téléspectateurs, Monsieur Larivière. Puis, je vais commencer en nous souhaitant à tous une bien bonne et heureuse année 2024, en espérant que la santé reste primordiale, qu'on soit tous en santé, qu'on arrive à bon port à la fin de l'année et avec ça, plein de petits bonheurs et des succès. Ceci dit, est-ce qu'on doit être inquiet pour 2024? Écoutez, je pense que faut pas être alarmiste, là, mais on peut pas non plus s'imaginer que tout va bien, là. Ce qu'on a vu en 2023, c'est pas effacé par magie dans la nuit du jour de l'an. Et les différents problèmes qu'on avait en décembre, on les a encore en janvier. Alors, je pense entre autres à la problématique des aînés. Vous vous souviendrez qu'on a déposé un projet de loi au Bloc québécois à l'automne visant à deux choses. D'abord, permettre à ce que tous les aînés de 65 ans et plus reçoivent les mêmes la même pension, là, les mêmes montants, parce qu'actuellement, M. Trudeau a créé deux catégories d'aînés, là, ceux de 65 ans et plus et les 75 ans et plus. Nous, on dit que c'est une démarcation qui devrait pas exister. On a dans l'ensemble de nos lois déterminé que les aînés, c'est à partir de 65 ans. Les gens prennent leur retraite souvent à 65 ans, vivent des revenus qui sont prévus à partir de 65 ans. Donc, créer deux catégories en augmentant les revenus à 75, ça nous apparaît un peu bizarre, surtout que plus souvent qu'autrement, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. On a davantage besoin d'argent au début de la retraite, là, à 65 ans, et non pas à 75. Mais bon, ça, notre projet de loi visait à corriger ça, puis également à s'assurer là, que les aînés puissent gagner des revenus minimaux là, avant impôt. Là. On parlait, nous autres, d'un 5 à 6 000 $ par année qui devrait être autorisé. Alors, une personne retraitée qui, par exemple, décide qu'elle va aller enseigner à temps partiel ou va aller travailler dans une quincaillerie à temps partiel ou peu importe, mais va s'investir. On a présentement, on connaît une pénurie de main-d'œuvre, on sait les problèmes que ça pose. Alors, d'avoir des gens d'expérience qui disent, moi, je suis prêt à remettre le collier, là, puis faire une couple d'heures par semaine, je me dis, tant mieux, ça rend service à tout le monde, et la contribution de l'État devrait être des exemptions d'impôts, là, pour ces gens-là. Alors, ça, c'est des demandes qu'on a faites, puis qu'on n'a toujours pas eu, mais c'est inclus à notre projet de loi, là. C'est le C-319, là, qui a été déposé à l'automne, qui a été adopté en deuxième lecture. Alors, ça veut dire qu'il s'en va en comité. Ça, c'est une belle victoire. On était content d'avoir réussi à convaincre nos collègues des autres partis en Chambre là, de voter en faveur de ce projet de loi-là. On va voir maintenant quand ça va aller en comité. Ça devrait y aller, j'imagine, là, ce printemps tôt, le janvier, pas janvier, on reprend le 29, mais disons février ou mars. Et on va voir là jusqu'où on va se rendre. Ça, c'est une chose. Parmi nos autres inquiétudes, il y avait évidemment la question de l'immigration. Vous le savez, M. Larivière, nous, l'immigration, pour nous, c'est une richesse. Puis quand je dis nous, je parle pas juste du Bloc. Je pense que pour tout le monde, là, les Québécois, les Québécoises, l'ensemble de la population, on est bien ouvert à ça, là, recevoir des gens qui arrivent d'ailleurs. Il y en a d'ailleurs qui sont mal pris, qui nous arrivent comme réfugiés, puis ça nous fait plaisir de les accueillir. Et comme il y en a qui arrivent en tant qu'immigrants de toutes sortes de pays, d'un peu partout dans le monde. Et je pense que ça constitue une richesse pour le Québec. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe un peu partout, d'en apprendre, d'élargir notre culture. Et je pense que puis ces gens-là contribuent souvent à l'économie québécoise et à nos... Ça, on est bien d'accord avec ça. Le problème qu'on a, c'est que présentement, le fédéral ouvre les portes toutes grandes en disant on va en accueillir à pleine porte, mais le fédéral transfère pas l'argent à Québec et aux provinces pour les intégrer convenablement.
Alors, inviter des gens chez vous pour Noël, c'est le fun. Mais s'il y a rien à manger, qu'il y a rien à boire, puis qu'il n'y a pas de place pour les asseoir dans la maison, ben, tu sais, peut-être qu'il faudrait y penser, là. Alors, c'est un peu ça, là. Nous, on dit oui, on est en faveur d'accueillir des nouveaux arrivants, d'accueillir les réfugiés, mais l'argent est à Ottawa, il faut que ça s'en vienne, parce que une famille qui arrive ici au Québec, ils vont consommer, et c'est normal, on peut pas leur en faire le reproche, là, mais ils vont avoir besoin d'un toit, hein, ça va leur prendre un logement, ils vont avoir besoin d'envoyer les enfants à l'école, ce qui est tout à fait normal. Ils vont possiblement, on espère que non, mais comme tout le monde, avoir besoin à l'occasion de soins de santé. Alors, il y a un certain nombre de services qui sont rendus par l'État québécois, par vous, par moi, par nous tous, à même nos impôts, et pour lesquels le fédéral ne contribue pas à sa juste hauteur. Alors, nous, on a demandé un transfert. Il a été déterminé que c'était 460 millions qui devaient être transférés d'Ottawa. Ça, c'est par année? Oui. Et là, on avait ça en 2023. Là, il faudra voir les chiffres là, année après année. Mais il y avait là, à l'automne, quand on s'est laissé, un montant de 460 millions qui était reconnu, qui devait être versé par Ottawa-Québec. Mais là, il y avait toutes sortes de niaisages, là, à savoir on le transfère, mais pas, puis quand, puis comment, puis pourquoi pas, puis avec des conditions. Et tout ce niaisage-là, vous m'excuserez l'expression, là, mais quant à moi, c'est du niaisage. Ça fait en sorte qu'en attendant, là, les nouveaux arrivants, ils consomment là, les services. Là. On peut pas leur dire, asseyez-vous dans la salle d'attente pour une couple de semaines, une couple de mois, puis attendons que le fédéral se décide. Alors, on rend les services, on dépense de l'argent pour ça, on n'est pas compensé. Alors ça, c'est un problème majeur, et on veut que le fédéral considère la capacité d'accueil du Québec dans ses barèmes pour accueillir des nouveaux arrivants. Alors, la capacité d'accueil du Québec, elle est X, et l'ouverture du fédéral pour en accueillir, elle est de Y. Alors, vous comprendrez aisément que ça pose des problèmes. Nous, on dit il faut harmoniser tout ça. Le fédéral a dit oui, on va le faire, mais jusqu'à maintenant, là, il n'y a rien qui a été fait. Et quand on entend parler des discussions entre le fédéral et Québec sur l'immigration, les seules choses dont on entend parler, c'est les litiges. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Étonnamment, quand on lui pose des questions en chambre à Ottawa, ils nous disent oui, tout va bien, on travaille avec Québec. Mais année après année, si on travaille à améliorer les discussions pour qu'éventuellement on en vienne peut-être à une attente ou nous on dit faisons l'entente, transférer l'argent, puis arrêter d'essayer d'imposer des conditions, c'est de l'ingérence inutile. L'argent doit être transféré. J'ai une question pour vous, oui. M. Fortin, dans la région aussi, Rivière-Nord. Les immigrés, est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'en occupe? Votre bureau doit s'en occuper, j'en suis convaincu. Les autres députés... Ça occupe une bonne partie du temps qui est consacré au dossier ici dans nos bureaux de comté. C'est le cas pour chez nous dans Rivière-du-Nord et je sais très bien que c'est la même chose dans toutes les circonscriptions un peu partout au Québec. Et dans les Laurentides, oui, particulièrement, on en accueille beaucoup de réfugiés. Mais encore une fois, là, je suis pas en train de me plaindre de ça. Je pense que c'est enrichissant. J'ai beaucoup de citoyens, des nouveaux arrivants qui viennent me voir, qui arrivent d'un peu partout dans le monde, et je suis toujours content de les voir. J'ai des Français, il y a des gens de la Côte d'Ivoire, il y a des gens d'un peu partout, des hispanophones, et c'est toujours enrichissant. Et on a des réfugiés aussi qui nous sont arrivés, vous vous souviendrez, à un moment donné, de Syrie, on en a reçu plusieurs, et on était contents, on sait que ces gens étaient mal pris, on était contents de les accueillir, de les aider, et ils se sont intégrés tranquillement, les enfants ont été à l'école, ont appris le français, les parents, c'est plus difficile, évidemment, quand on vieillit, mais les gens s'intègrent et c'est une richesse. Mais encore une fois, on en accueille beaucoup, et les moyens pour les accueillir sont pas là. Alors, il y a un certain nombre d'enjeux majeurs pour lesquels j'ai des discussions là, sur une base régulière, entre autres, avec le Coffret, qui est un organisme que vous connaissez peut-être ici à Saint-Jérôme, qui s'occupe de ça, l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, il faut les inscrire dans des classes de français, il faut accompagner les enfants dans les devoirs, tout ça, il faut s'assurer des soins de santé, les visites médicales. Quelqu'un qui arrive ici, là, puis qui est réfugié, qui arrive d'un autre pays, il sait pas, là. Faut l'habiller, faut l'installer dans un logement. Souvent, il arrive d'un pays où ils connaissent pas l'hiver, puis il arrive ici en plein mois de janvier, février. C'est assez... je dirais pas que c'est traumatisant, mais en tout cas, c'est un choc, c'est sûr. Alors, faut qu'il y ait des bottes, ces gens-là, faut qu'il y ait des manteaux, des tucs, des mitaines. Je sais que ça peut sembler être
basic, mais il y a quelqu'un qui doit s'occuper de ça, et des organismes comme le Coffret le font très bien, mais ont besoin d'aide. Les gens ont besoin, il faut qu'ils aillent passer des tests de santé, souvent c'est à Montréal. Alors, là, le Coffret répond à la demande? Le Coffret répond, je sais que c'est très difficile, j'ai souvent parlé avec la directrice générale, entre autres Mme Chaloux, qui fait un travail absolument extraordinaire, et pas juste elle, l'ensemble de l'équipe. J'y vais fréquemment au Coffret pour différentes activités. On voit que ces gens-là travaillent fort. Il y a des rencontres entre les nouveaux arrivants qui sont organisées. Il y a plein de choses magnifiques. Ça vaut la peine de voir ce qu'ils font. Et s'il y a des gens qui souhaitent s'investir bénévolement là, avec le Coffret, ils vont être bien accueillis et ça va être un travail utile. Donc, c'est difficile, mais ils le font. Et moi, je leur rends hommage pour ça, puis je les aide du mieux que je peux là à chaque occasion. Mais évidemment que ce dont on a besoin, c'est beaucoup d'argent et c'est du fédéral que ça doit venir. Donc, c'est un enjeu. Là, je parlais des aînés, on parlait des nouveaux arrivants, de l'immigration. Il y a la santé, vous le savez, c'est un dossier récurrent depuis ben avant que je sois en politique, mais on en parlait, puis on en parle. Moi, depuis 2015, je suis là, année après année, c'est un combat. Les provinces qui disent au fédéral, transférez-nous notre argent. Faites-nous un cadeau, là. Si le fédéral fait des transferts aux provinces, il y a une raison pour ça. C'est qu'il y en a trop perçus dans nos poches. Hein? Il y a des champs de compétences dans la Constitution et les différents champs de compétences font entre autres que les provinces sont responsables des services de santé. Comment ça se fait qu'il faut compter sur le fédéral pour nous transférer année après année des centaines de millions de dollars? C'est parce qu'ils l'ont perçu dans nos poches en impôts, que c'est pas dans leur carré de sable pour qu'ils retournent aux provinces. Mais là, quand vient le temps de le retourner, ils disent « Fine, on vous le retourne, mais on met des conditions. Vous allez vous occuper de ci, vous allez vous occuper de ça, vous allez faire ça de même, vous allez faire ça comme ça. » Et ça, ben évidemment, ça fait quoi? Ça fait des chicanes. Là. Essayez de dire, je sais pas, moi, vous devez 100 pièces à votre conjointe, puis dis, moi, te le donner, mais à condition que tu aies acheté 20 pièces de steak et puis 40 pièces de légumes, puis elle va dire, là, tu me le dois, donne-moi les, puis laisse-moi faire ce que je veux avec, et avec raison. Donc, ça, les transferts en santé, c'est pas d'hier, ça a toujours été un problème, ça continue de l'être. Et évidemment, c'est des dossiers sur lesquels on va continuer de travailler en 2024 comme on le faisait en 2023. Alors, tu sais, sur les grands dossiers, puis sur le plus particulier, bon, il y a évidemment la question des comptes d'urgence. Vous le savez, on a vécu 2 ans de pandémie et pour aider les entreprises, il a été prévu des montants que le fédéral transférait. Ça, on était d'accord, on a déjà applaudi à ça. Moi, je n'irais pas critiquer ça. Et ce qu'on offrait aux gens, la plupart des gens recevaient des prêts pour un montant quelconque et enfin, ils recevaient des montants puis on appelait ça des prêts pardonnables. Là. Alors tu recevais je pense c'était 40 000 là-dessus, tu devais en rembourser 30 ou les chiffres exacts, je m'excuse, je les ai pas devant moi là, puis pourtant j'ai travaillé fort là-dessus avant les fêtes. Faut croire que j'ai encore un peu de brume du temps des fêtes entre les oreilles, mais où c'était 60 000, je crois. Il y avait 40 000 que tu pouvais garder si tu remboursais ton 20 000 ou quelque chose comme ça. Et là, les gens sont pas en mesure. Les gens étaient pas en mesure de rembourser au 31 décembre 2022, qui était la première échéance prévue. Ça a été reporté au 31 décembre 2023. Évidemment, l'argent n'est pas arrivé comme par magie. Les gens ont toujours pas eu cet argent-là. Et le fédéral a dit, bon, on vous donne jusqu'au 18 janvier pour rembourser. Mais c'est pas mieux au 18 janvier que ça l'était au 31 décembre. Alors, nous, ce qu'on dit, ça prend une année additionnelle pour le remboursement de ces prêts-là. Jusqu'à maintenant, le fédéral a refusé de le faire. Et à mon avis, c'est une bien mauvaise décision. On s'entend qu'il faut que les gens remboursent. Ça, je comprends ça. Là, il y a eu des prêts, ça doit être remboursé. Tant mieux, il y a une partie qui est non remboursable. C'est une bonne chose. Mais la partie remboursable, c'était prévu dès le départ. Les gens doivent la rembourser. Mais on comprend que la situation s'est pas rétablie aussi rapidement qu'on l'aurait supposé. Et là, on est devant une situation là qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Si on exige à tout le monde de rembourser demain matin, ben il y a un paquet de commerces qui ferment leurs portes. Déjà, là, il y a des commerces qui ont fermé leurs portes. Là. Encore hier, j'étais ici au Carrefour du Nord, j'allais au centre du rasoir, j'avais quelque chose à acheter là, et oups, j'apprends que c'est fermé.
Alors, est-ce que c'est lié au remboursement des prêts d'urgence? Je ne sais pas, mais c'est des exemples, et il y en a plein d'autres, des restaurants qui ferment, des bars, et c'est très difficile présentement pour l'ensemble de nos entreprises, et je sais qu'ici, dans Rivière-du-Nord, j'ai eu des discussions avec la direction de la Chambre de commerce. On a plusieurs dizaines d'entreprises qui ont des problèmes avec ça et qui risquent de fermer les portes. Alors, on est intervenu en décembre et on va continuer de le faire. On veut une extension de ce délai-là pour donner un peu de souffle à nos entreprises et faire en sorte que plutôt que de fermer les portes en janvier, qu'ils continuent d'opérer et qu'on soit en mesure de récupérer l'argent qu'on peut récupérer d'ici au cours de la prochaine année. Alors, c'est un enjeu important sur lequel on va continuer de travailler, puis ça revient toujours à ce que vous me disiez, les enjeux de 2024, encore une fois, on réinventera pas la roue, là, c'est les mêmes enjeux qu'on avait en 2023, il n'y a rien qui s'est réglé dans la nuit du 31 décembre au 1er Il n'y a rien de janvier. réglé, dans le fond. Non, il n'y a rien de réglé, et il va falloir continuer de travailler là-dessus. Je pourrais vous parler de plein d'autres dossiers, je pense à la crise des médias. Ça aussi, c'est majeur, là, nos journaux qui ferment les journaux, les stations de radio, les stations de télévision. On a vu TVA qui a mis 500 employés à pied là, avant les fêtes. Les journaux papier, il y en a de moins en moins, et il va continuer d'y en avoir de moins en moins. On se tourne vers les médias sur le web électroniques. Et je comprends ça, je critique pas nos médias, mais je dis il faut qu'on fasse un effort, nous, du côté du gouvernement fédéral, pour corriger le tir, parce que une démocratie sans médias, c'est plus une démocratie. Il faut qu'il y ait des journaux, il faut des journalistes qui font un travail d'enquête, qui vont ramasser les faits, qui vérifient, qui font de la recherche, qui publient des articles de journaux. C'est comme ça qu'on s'assure qu'on a des gouvernements responsables et la population, au travers l'ensemble des journalistes, fait une surveillance adéquate des opérations gouvernementales. Mais s'il n'y a plus personne qui surveille ce qui se passe, autant à Québec qu'à Ottawa, là, j'aime autant pas penser à ce qui pourrait arriver. On voit déjà les dérives là, du côté américain. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. On a déploré depuis 4 ans avec M. Trump là, tout ce qui a pu se passer là-bas. De fausses informations qui circulent. Encore récemment, il nous parlait, je voyais ce matin dans ma revue de presse, Donald Trump qui disait, ben écoutez, je suis certain que je vais être élu pour une 3e fois en 2024. Il n'a jamais été élu 2 fois, il a été élu une fois, la 2e élection, il l'a perdu. Mais il continue à dire qu'il a gagné, lui. Et s'il n'y a pas personne dans les médias pour dire, oh, un instant, là, il en a gagné une, il n'a pas gagné 2, ben il va continuer de le prétendre, et il y a un paquet de monde qui achète ça. Il y a un paquet de monde qui écoute ça puis qui se disent, ben, s'il dit, c'est vrai. Alors, on a besoin de médias qui sont en santé, qui sont capables de faire le travail, de nous donner les faits tels qu'ils sont, rétablir les faits. Et ça, malheureusement, au moment où on se parle, on peut pas garantir que ça va être encore là à la fin de l'année. Alors, ça, c'est un dossier sur lequel on n'hésitera pas à continuer de travailler. Oui. M. Fortin, vous, ça serait quoi votre solution pour protéger les médias? Ouais, ben c'est une excellente question, M. Larivière. Évidemment que j'ai pas de solution magique. Là. Nous, on pense qu'il faut financer, il faut supporter nos médias. Entre autres, là, moi, je comprends pas qu'il y ait encore des gouvernements, que ce soit des gouvernements fédéraux, municipaux ou provinciaux, qui continuent d'acheter de la publicité dans des médias électroniques, par exemple Facebook, là, qui appartient, Meta, qui appartient à des Américains. Meta, on a vu ce qui s'est passé à l'automne. Là, ils ont décidé qu'ils bloquaient les journaux, tous les médias canadiens. Alors ça, pour moi, c'est pas acceptable. Moi, je vous garantis, je ne mettrai pas 5 cents dans Facebook. Je continue, j'ai un compte Facebook, je vais continuer d'écrire dedans. Mais si j'ai de la publicité à acheter, je vais l'acheter de mes médias ici. Mais je n'irai pas donner ça à Meta. Alors ça, je pense que c'est un premier geste. Ça ne réglera pas la crise, mais c'est un premier geste qu'on doit faire. Et ensuite de ça, ben justement, s'investir, communiquer avec nos médias. J'essaie de tenir on publie nos communiqués de presse sur une base régulière au Bloc québécois. On veut alimenter nos médias. Moi, j'ai jamais refusé d'entrevue ou rien. On continue de travailler de pair avec ces gens-là. Et on espère puis j'achète de la publicité autant que je peux le faire là, dans tous nos médias. On a ici
un tableau qu'on tient à jour et on s'assure qu'on en donne à tous nos journaux écrits, aux médias électroniques, à SIM, à la radio, TVBL, s'intéresse, mais qui publie sur une bonne partie de notre territoire. Alors, on essaie de collaborer avec nos médias, de leur envoyer de l'argent en achat de publicité et on va continuer de le faire. Sur un plan plus national, ben c'est des projets de loi. Vous avez vu là, la réaction de Meta à la loi qui a passé là, pour exiger des redevances. Alors ça, il faut continuer de travailler là-dessus. Moi, je pense que c'est pas acceptable que Meta se défile. Il faut que la ministre continue de travailler avec les représentants de Google, Meta et compagnie pour qu'ils s'assujettissent là à nos règles et qu'ils viennent contribuer à la démocratie au Canada et particulièrement pour nous au Québec. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2024 en terminant? Moi, je nous souhaite, je dirais, un Parlement plus démocratique, plus sain, moins de cette espèce de cacophonie un peu idiote où on a vu des membres du Parlement répéter des faussetés et faire dévier le débat. Là. Alors qu'on a des débats importants à faire, ben on dévie sur des enjeux partisans, là, des enjeux de partisanerie, tout ce qu'il y a de plus, je veux pas dire de plus bas, mais en tout cas de plus personnel, partisan. On cherche à gagner des votes, mais on n'a aucun souci souvent pour la population, pour les gens qui ont élu les députés. Allez, je pense entre autres aux conservateurs. J'ai beaucoup d'amis du côté des conservateurs. Je ne veux pas les blâmer personnellement, mais à mon sens, le Parti conservateur, au cours des derniers mois, a pris une tangente déplorable et dangereuse. Alors moi, je nous souhaite qu'on revienne à une certaine normalité, qu'on critique le gouvernement. C'est essentiel de le faire. Dieu sait que le gouvernement Trudeau porte à flanc à la critique de façon assez importante et on se gênera jamais pour les critiquer, mais il faut le faire de façon rationnelle, de façon sérieuse, responsable et critiquer en expliquant pourquoi on critique et en proposant des solutions. Je pense, c'est ce qu'on veut faire au Bloc québécois. On a l'expression qui avait été employée par notre chef était de dire on veut être l'adulte dans la pièce, mais je pense qu'on a réussi à faire ça à l'automne et on va continuer de le faire et on va espérer que du côté des conservateurs, on en vienne à quelque chose d'un peu plus rationnel et du côté du NPD, ben qu'on cesse de supporter inutilement de façon aveugle un gouvernement qui se tient pas debout. Et que M. Trudeau peut-être revienne à la raison. Là, présentement, on a vu un paquet de programmes qui ont été mis sur pied pour faire plaisir au NPD, parce que c'est le NPD qui est maintien au pouvoir. Alors, il n'y a pas juste du mauvais dans ce que le NPD propose, mais il n'y a pas juste du bon non plus. Entre autres, les soins dentaires, l'assurance médicaments uniforme, coast to coast to coast, comme ils nous le chantent jour après jour en chambre, ben ça pose problème si on compense pas Québec, parce que nous, c'est des services qu'on a déjà au Québec. Alors, il faut qu'il y ait des ajustements qui tiennent compte des responsabilités des provinces et des responsabilités que le Québec a assumées depuis déjà de nombreuses années. On le vu avec les garderies. On n'est pas contre qu'ils s'offrent des garderies en Alberta, qui soient une assurance santé, des soins dentaires partout. Alberta, Manitoba, Ontario, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on respecte ce qui s'est fait au Québec et qu'on compense le Québec de façon à ce que ce soit équitable pour tout le monde. Qu'on perçoive pas nos impôts pour envoyer de l'argent dans les autres provinces pour qu'ils s'offrent des soins similaires à ce qu'on a déjà sans qu'on soit compensé. Et juste en terminant, on a le même phénomène avec l'hydroélectricité, là, vous le savez. Ça, j'en ai déjà parlé, mais le projet de Muskrat Falls, là, on s'est payé des barrages au Québec avec notre argent. Hydro-Québec a construit ces barrages-là. Et là, Terre-Neuve-Labrador est en train d'en construire un à Muskrat Falls avec notre argent parce que c'est le fédéral qui finance. Fait que quand on dit le fédéral, là, c'est qu'il y en a un cinquième. 20% de l'argent vient du Québec. Alors, on s'est payé tout seul des barrages et on paye les autres provinces pour nous concurrencer. Alors, je vous dirai pas comment est-ce qu'on appelait ça chez nous, mais c'est pas ce qu'on doit faire, en tout respect. Alors, ça conclut un peu la façon dont je vois l'année qui vient, Monsieur Larivière. Ça va être de continuer les combats qui ont été entamés et de s'assurer qu'on protège les intérêts et les valeurs du Québec. Et on se souhaite qu'un jour, là, je regarde ce qui se passe à Québec, moi, ça me plaît de voir le PQ qui reprend le dessus, ça c'est plus partisan, là. Mais ça me plaît, et je me souhaite, puis je nous souhaite à tous
un pays du Québec le plus rapidement possible, où on va cesser de tirailler avec Ottawa, qu'on va utiliser l'argent de nos impôts pour s'occuper de nos affaires, nos valeurs, nos intérêts et les défendre et en faire la promotion partout dans le monde. Alors, M. Fortin, merci pour l'entrevue et je vous souhaite une bonne année. Merci à vous aussi, M. Larivière. Une bonne et heureuse année. C'est un plaisir.